Eh bien, salut à tous Aknot, ici Machicoli pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre série sur la saga de l'épouvanteur avec le tome 8, le tome 9 et le tome 9. Parce qu'en fait, ça c'est le tome 7, ça c'est le tome 8 et ça c'est le tome 9. Bref, t'as capté, toi-même tu sais. Aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à dire, mais avant de parler des livres, je vais parler de ce qui entoure un peu les livres. C'est-à-dire que, bah, comme d'hab, j'ai réussi à tenir ce rythme dont j'avoue, je suis pas peu fier de 3 tomes en une semaine. Ça fait plaisir, ça montre à quel point je suis investi, même si tu le verras par la suite, il y a des moments qui étaient un peu plus longs que d'autres. La saga commence de s'essouffler. Mais ça, c'est pour après. Alors, on commence avec le tome 7, Le cauchemar de l'épouvanteur. C'est un tome qui marque un tournant dans la saga pour moi, dans le sens où, dans ce tome, John Gregory, donc l'épouvanteur depuis par l'époque, commence vraiment de faiblir. C'est la première fois où l'apprenti de l'épouvanteur prend les initiatives, réussit à combattre les méchants seul, mais pas parce que l'épouvanteur il est enfermé ou il est malade ou je sais pas quoi, juste parce que l'épouvanteur il est nul, il devient vieux et voilà. Au début de l'histoire, la maison de l'épouvanteur se fait brûler parce que depuis le volume 5, il y a la guerre dans le comté. Donc voilà, c'est les ennemis, les troupes ennemies progressaient énormément. Et là, au début de ce tome, ils sont partis, l'épouvanteur, l'apprenti de l'épouvanteur et Alice. Ils sont les trois partis faire une petite mission. Et à leur retour, la maison avait cramé. Donc avec la maison, toute la bibliothèque de l'épouvanteur. Et ça lui a mis un gros coup au moral. Parce que pour lui, c'est ce qu'il y avait de plus précieux. Dans le sens où c'est toutes les données collectées par des générations et des générations d'épouvanteurs qui est parti en fumée. Et du coup, bah, des moyens de combattre l'obscur en fait qui se sont envolés et qui ne pourront pas être transmis aux générations futures, donc de repartir de zéro en gros. Et John Gregory, il est effondré de ça, donc il prend déjà un sévère coup dans la caboche. Voilà, suite à ça, ils sont obligés de fuir le comté parce qu'ils n'ont plus d'endroit où s'abriter. Donc ils décident de partir en direction de... une direction, voilà. Et en y allant, ils se rendent compte qu'une des sorcières qui était emprisonnée dans le jardin de l'épouvanteur a été délivrée par les autres sorcières en même temps que l'attaque de la maison. Et cette sorcière, c'est Lizzie l'osseuse, donc elle était déjà apparue dans le tome 1. C'était une méchante mineure du tome 1. Et là, ça devient la méchante majeure de ce volume-là. Donc voilà, ils vont sur une île en fait, où Lizzie a pris possession de l'île. En gros, il se passe plein de petites péripéties aussi autres que le combat contre Lizzie l'osseuse. En gros, ils combattent un chaman, après ils combattent un Bugan, c'est un esprit hyper puissant qui est enfermé un peu dans une espèce un territoire souterrain, un peu avec des galeries, des trucs comme ça. Et il s'amuse à pénétrer dans la tête de ses victimes pour les faire sombrer dans la folie, puis il se nourrit de cette peur en fait. Donc le chaman, le Bugan, et contre les îles osseuses à la fin. Mais c'est un tome assez particulier parce que au début, ils vont combattre les îles osseuses, après ils vont s'allier à elles pour combattre le chaman et le Bugan. Après, ils vont devoir la recombattre. Des trahisons et des alliances qui se font, et c'est la première fois, enfin non, c'est la deuxième fois que Tom il fait un peu des alliances avec l'Obscur. Dans le volume 5, il s'était déjà allié avec Grimalkin, la sorcière tueuse. Et là, il s'allie avec Lizzie l'osseuse, donc, qui est vraiment décrite comme une méchante pure, hein. Et il s'allie avec elle pour combattre le chaman, leur ennemi commun, puis après, voilà, ils doivent combattre à nouveau l'un contre l'autre. C'est un volume assez stylé. Gardez le souvenir de quelques trucs de ce tome-là, pas énorme. Je me souvenais que sur cette île, pour savoir si des gens étaient des sorcières ou pas, enfin des femmes, ils les mettaient dans un tonneau avec tous des pics à l'intérieur. Ils faisaient rouler le tonneau en bas d'une colline, donc les pics transperçaient le corps de la victime. Et si elle survivait, c'est que c'était une sorcière, donc fallait la tuer. Et puis si elle mourait, c'est qu'elle était innocente, donc fallait pas la tuer. Donc.
Voilà, un truc tout à fait débile. Et je me souvenais aussi qu'il devait combattre les îles osseuses dans une espèce de château, enfin voilà, mais j'avais pas des souvenirs très précis. Et j'ai été assez content de découvrir cette histoire, elle était vraiment cool. Bon, il y a un peu des trucs qui commencent d'être pétés, et c'est ça qui m'a saoulé, je me souviens par la suite dans la saga. C'est genre, Tom, le héros, il a le pouvoir d'arrêter le temps. T'es là, mais what the fuck? Genre, s'il se concentre un petit coup, il peut arrêter le temps pendant 10 secondes. Donc en combat, c'est hyper pété. T'es là, mais comment tu veux qu'il perde maintenant quand il a ce nouveau pouvoir? C'est un peu cheaté. Tout ça parce que c'est le fils de sa mère. Enfin bref. Mais un volume très chouette. Et j'aime bien le fait que justement, l'épouvanteur commence à être vraiment nul. Et la jeunesse prend le dessus avec ses idées nouvelles, avec des nouvelles façons de combattre l'obscur, en s'alliant un petit peu avec lui, en arrêtant de faire les vieilles traditions d'épouvanteurs. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé ce volume. Avant que je te parle du volume 8, il faut que je te parle de quelqu'un dont j'ai vaguement évoqué le nom dans cette vidéo et dans la précédente, mais qui est ultra importante, c'est Alice, la seule copine de Tom en fait. C'est une jeune fille aux souliers pointus que Tom rencontre dès le début de la toute première aventure. Et une jeune fille aux souliers pointus dans cet univers, ça veut dire que c'est une sorcière. Donc voilà, ils ont tout de suite une très forte amitié, les deux ils s'entendent hyper bien, sauf que John Gregory ne voit pas ça d'un bon œil, que son apprenti flirte avec l'obscur et une amie sorcière. Donc dans chaque volume, il essaye vraiment de les séparer les deux, de les monter l'un contre l'autre et tout. Donc c'est vraiment un gros connard. Ça prend une grosse place dans l'histoire, mais je voulais pas t'en parler parce que il y a ça un peu à chaque roman, donc voilà, c'est un peu redondant si je te le dis à chaque fois. Mais dans le tome 8, ça prend une place significative. Parce qu'en fait, et je rembobine un petit peu, mais dans le tome 4, il y a Satan qui a été libéré, qui arpente la Terre. Et Tom, pour s'en protéger, il a accepté qu'Alice fasse une fiole de sang, ça s'appelle. Donc elle mélange 3 gouttes de sang de Tom et 3 gouttes de sang d'une des filles du malin dans une petite fiole, et grâce à ça, le malin ne peut pas l'approcher, il peut pas s'approcher de Tom. Du coup, il y a tout le temps un peu ce risque. Est-ce que la fiole va se péter ou pas? Le malin va venir, il va prendre l'âme de Tom et l'emmener en enfer et le torturer pour l'éternité. Et dans le volume 8, c'est hyper présent ça, parce que à plusieurs moments, la fiole risque de se casser. Pour finir, elle commence de se fissurer, donc le malin peut de plus en plus l'approcher, il peut lui faire voir un peu ce qu'il va lui faire si un jour il peut prendre possession de son corps, de son âme, de son esprit. Voilà, donc c'est pour ça que c'est hyper important que je te présente Alice, parce qu'elle a un grand rôle à jouer dans le volume 8, le destin de l'épouvanteur. Suite à leurs aventures sur l'île de Mona dans le volume 7, là ils vont en Irlande parce qu'ils ne peuvent pas retourner encore dans le comté, c'est encore la guerre, ça fait rage, donc ils sont pas en sécurité. Ils vont en Irlande, qui est pas très loin. Là-bas, ils arrivent dans une lutte un peu de territoire entre des humains normaux, on va dire, enfin des riches, et des mages. L'histoire de ce volume-là, c'est ce combat contre ce clan de mages, en fait, pour les détruire définitivement, parce que c'est un combat qui dure depuis genre 500 ans, où à 2 périodes de l'année, les mages sont puissants, ils essayent d'invoquer un de leurs dieux, puis s'ils y arrivent, ils gagnent un peu en puissance. Du coup, les humains normaux, avec leur armée, ils essaient de les tabasser. Enfin voilà, c'est un conflit qui dure depuis hyper longtemps. Pour la première fois, à part pour le diable, on va dire les sorcières, les gobelins, mais ça c'est les trucs basiques, mais pour la première fois dans ce volume, ils doivent combattre des créatures qui existent, on va dire, dans la vraie vie, dans le vrai folklore irlandais. Ils doivent combattre la Morrigan, donc qui est une déesse de la guerre, une déesse de je sais plus quoi. C'est une déesse assez violente. Donc voilà, la Morrigan en fait c'est pour ça qu'il y a un corbeau, c'est parce qu'elle apparaît souvent sous une forme de corbeau. Et il y a aussi Pan qui fait son apparition, donc c'est un dieu aussi c'est un peu un satyre, je crois. C'est comme ça qu'il est représenté, puis il joue de la flûte de Pan. Enfin voilà, je vais pas t'apprendre ce que c'est de la flûte de Pan. C'est assez intéressant, je trouve que l'auteur s'approprie un peu
des créatures mythologiques, mystiques, qui existent réellement pour en faire des antagonistes de son histoire. Donc voilà, ils se fight contre ces clans, ils arrivent à les affaiblir et tout, ça c'est cool. Et après moult péripéties, ils ont réussi à annuler la force de ces mages, en fait, ils ont réussi à annuler leur rituel. Et il y a Grimalkin qui est venu les retrouver en Irlande. Donc Grimalkin, je sais pas si tu te souviens d'elle, j'en ai parlé dans le tome 4 et dans le tome 5. C'est une sorcière tueuse qui est surpuissante et qui cherche, elle, à se venger du malin. Donc elle les rejoint et leur objectif, c'est d'entraver à nouveau Satan. Donc ils construisent un piège, ils brisent la fiole de sang, Satan apparaît, ils parviennent à l'entraver. Et c'est sur ça que se termine ce volume. Il était un peu long. Je t'avoue que c'était un peu redondant avec les précédents tomes. Y a rien qui sortait vraiment. Enfin, il n'y a rien qui me disait ce tome, il est exceptionnel, il sort du lot, c'est vraiment basique. Contrairement au volume 7, où on était souvent dans le suspense. Il était hyper haletant, il y avait tout le temps du danger, il y avait tout le temps plein de trucs. Où là, c'est plus Tom qui se fait des réflexions dans sa tête, qui fait des cauchemars, qui fait blabla, qui se demande s'il doit faire un pacte avec l'Obscur, avec Alice ou pas. Est-ce que son maître qui est vieux va encore réussir à lui donner son apprentissage? Enfin, je sais pas, je trouvais qu'il était un peu plus lent. Donc, je pense que c'est l'un des volumes que j'ai le moins aimé des 8 que j'ai déjà lus jusqu'à présent. Et on finit avec le volume 9, Grimalkin et l'épouvanteur. Alors déjà, moi, il faut savoir que je lis pas Grimalkin, je lis Greenmalkin, genre je mets un N. Et je trouve ça tellement plus stylé, mais bon, je vais dire Grimalkin parce que voilà, c'est le vrai blaze du perso. Donc, pour la première fois, ce n'est pas Tom qui raconte l'histoire, c'est Grimalkin. À la fin du tome 8, ils ont réussi à entraver le malin, comme je l'ai dit avant, et ils lui ont coupé la tête pour qu'il soit moins puissant. Comme tu peux le voir là, elle a la tête dans la main. Et dans ce tome, en fait, c'est Grimalkin qui a la tête du malin dans un sac et doit empêcher que les serviteurs de l'Obscur puissent mettre la main dessus en attendant que Tom trouve un moyen de détruire le malin définitivement. Et en fait, quand je l'avais lu la première fois, je suis là, ah, mais c'est trop stylé, c'est un tome avec Grimalkin, c'est une sorcière trop badass, elle est trop cool et tout. Et en fait, quand je l'ai relu, je me rends compte que ce tome, il sert à rien. Il n'y a rien qui avance dans l'histoire principale. C'est juste Grimalkin, elle a le sac, il se passe plein de péripéties, et à la fin, elle a de nouveau le sac. Enfin, il n'y a eu aucun avancement, il y a des personnages qui sont morts, il y a des... Enfin, il y a un peu des trucs qui se passent, tu vois, mais dans l'histoire en elle-même, il sert à rien, c'est un peu hors série. Et je pense que l'auteur, il a fait ça juste parce que Grimalkin, elle est giga populaire, puis il s'est dit, ça va bien marcher, un tome où c'est elle l'héroïne. Mais du coup, c'est un peu... Ouais, un peu bizarre, je trouve que ça a rien. Et surtout, ce qui me déçoit beaucoup, c'est que l'histoire, elle est racontée de la même manière que Tom. Et ça décrédibilise beaucoup les sorcières, parce que dans cet univers, enfin, quand c'est Tom qui raconte, les sorcières, elles sont vues comme monstrueuses, comme elles prennent pas soin de leur hygiène, elles sont dégueu, elles puent de la bouche et tout. Et là, c'est la même chose, alors que c'est elle-même une sorcière et elle décrit les autres sorcières de la même façon. Et je suis là, mais c'est pas cohérent. Enfin, pourquoi un adolescent de 12 ans décrirait une sorcière de la même manière qu'une sorcière de, je sais pas, 30 ans, 35 ans, enfin bref. Mais du coup, on en apprend beaucoup sur son background, sur son histoire à elle. Donc ça, c'est cool pour les fans, ça fait plaisir, tu vois. Mais pour l'histoire, je suis un peu là en mode, ouais, je suis un toast, quoi. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo sur mon avis sur ces 3 volumes. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et en attendant, moi je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo. N'oublie pas de mettre le petit pouce bleu. Et puis on se dit à plus. Ciao ciao. Bon les gars, alors aujourd'hui on joue contre le FC Poudlard. Je sais que ça sera pas évident, mais avant toute chose, je voulais remercier Jean-Michel
Tu t'es marié hier et je crois que c'est fantastique que tu viennes aujourd'hui, quoi. Sinon, euh, bon, je vais un peu parler de derrière parce que devant, ça va pas trop mal. On arrive à marquer un peu des goals, mais derrière, les gars, ça joue pas. Ils ont, euh, ils ont un attaquant, bon, je peux pas trop dire son blaze, mais il a apparu ni plus ni moins que 37 fois dans cette vidéo, donc c'est un poison, hein. Faudra pas hésiter à lui mettre un peu des petits coups. C'est un chauve. Euh, J'aimerais que Marcel, tu restes dessus, tu le colles au basque. S'il va pisser, tu vas pisser avec lui. Tu le laisses pas respirer, ok? Bon, sinon les gars, aujourd'hui, euh, j'étais en retard parce que j'avais oublié les maillots. Mais bon, je vois que vous êtes tous concentrés. Bravo Jean-Michel pour ton mariage. Je suis marié comme toi, je sais que voilà, une femme, c'est bien quand ça reste à la maison. J'espère qu'elle va venir voir ton match quand même, quoi. Bon, sinon, euh, donnez tout pour le club. Et puis je pense qu'on va gagner, quoi. Ouais, ouais. Puis si on a la victoire aujourd'hui, bon ben, je vous offre un petit truc, je pense un petit paquet de chips avec le joujou dedans. Ouais, ouais. Allez, bon match les gars, hein.